Moi, comme je suis réputé pour le coup du sécateur, si tu veux, j'ai quand même emmené un sécateur pour lui faire croire qu'on va lui faire les doigts un par un si ça se passe mal. Il est dans quel état? Un mec qui vient de se faire baluchonner comme ça, qui vient de penser qu'il allait repartir avec 600 000 et qu'il est scotché, il dit « Allô papa, ça se passe mal !» Ça se passe très mal. Le monsieur, il a pas l'air d'accord, voilà. J'ai pas de pitié. T'as quand même commis plus qu'un délit. Le kidnapping, c'est quand même un truc grave. Oui, ouais. J'ai jamais fait une victime, me casser un ongle, à quelqu'un. Je suis contre la violence. L'intimidation, le jeu de rôle, il suffit. Qu'est-ce que tu dis à des jeunes qui, en ce moment, sont en train de se dire « La vie, c'est la galère, je suis tenté d'aller kidnapper des gens, racketter, etc. » Qu'est-ce que tu dis? Je leur dis surtout pas. La prison, c'est très compliqué. Et une fois qu'on est marqué avec ce label « T'as été en prison », tu vas le payer très cher. Et le passé, il te rattrape tout le temps. Bonjour Manu le Gitan. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. Alors tu vas nous raconter comment, il y a quelques années, tu as kidnappé et tu as filmé la séquestration d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Mais avant de revenir sur ton rocambolesque kidnapping, explique-nous un peu qui est Manu le Gitan. Manu le Gitan, c'est un gamin qui vient de la bourgeoisie. Mon père était banquier, voilà. C'est ça qui m'a attiré pour les banques. Manu le Gitan, c'est un enfant qui, à 8-10 ans, se plaît pas dans le monde dans lequel il est, avec l'école, la scolarité. Et je rencontre les gens du voyage. C'est de là que mon nom va tomber. Et la caravane passe, les chiens aboient pas, mais Manu monte dans la caravane et Manu s'en va. Et pourquoi Manu monte dans la caravane? Parce que Manu aime l'esprit des gens du monde du voyage. Donc ma vie va partir comme ça. On est très vite projeté dans le monde de l'adulte. Moi, j'ai pas eu d'adolescence. Je manipulais les armes parce que c'était une passion depuis l'âge de 10 ans. J'ai baigné dans le monde des voyous et de la délinquance. On va revenir sur ton enfance après. Manu le Gitan, il a été braqueur. C'est quoi ton mode opératoire? Donc tu rentres dans la banque, t'es grimé, t'as des armes, tu la brandis. Comment réagissent les gens? Tu parles gentil. Tu leur dis quoi? Je leur dis bonjour messieurs, dames, on est là pour un hold-up. De toute façon, on va partir avec l'argent. Je vous demande tous de vous mettre à genoux, partir tranquillement. Voilà, je suis très galant, je suis très gentleman. Très poli. Très poli, ça sert à rien. Voilà, mais les gens ils comprennent. T'as une arme, deux armes. Il m'est aussi arrivé de faire des infiltrations. Ça veut dire que j'ai un gars à moi qui est déjà rentré dans la banque. C'est lui que je vais prendre en otage. Et c'est lui le comédien. Ok. Couchez-vous, il va me tuer, c'est un fou. Il est avec moi, il est obligé de raconter, il a préparé la parodie avec moi. C'est un mec à moi. Voilà. Non, moi, c'est au millimètre près, moi. Super organisé. Super organisé. Beaucoup d'accidents dans les banques, quand ça tire, c'est parce que les mecs savent pas manipuler une arme. Ça intimide, une arme. Une arme, le regard et la façon de parler, je veux dire, elle est simple. Mais j'imagine que si tu dois t'en servir, tu t'en sers. Non. J'ai jamais fait une victime, me casser un ongle, à quelqu'un. Je suis contre la violence. L'intimidation, le jeu de rôle, il suffit. Bon, les braquages, c'est fini? Depuis très longtemps. Depuis combien de temps? Depuis les années 2000, j'ai arrêté. Moi, je me suis très vite retourné dans le recouvrement de créances. J'avais moi 25-30 ans, je veux dire, voilà. Je me suis dit, je vais me lancer dans autre chose, puisque j'ai la demande. Les gens me disaient, Manu, l'autre il me doit 600 000, l'autre il me doit 1 million d'euros, l'autre il me doit ça. Tu t'es mis sur le recouvrement de créances, Ouais. comme tu dis. On est en 2017, c'est ça? Tu dînes un soir Voilà. avec ton patron Ouais. et un autre gars. Ouais, c'est ouais, ça, tout à fait. Et tout commence là. Tout commence Cette affaire là. de kidnapping, elle va commencer ce soir-là. Mon ami Alain, il pleure, il est au bout de sa vie. Sa femme vient de faire une tentative de suicide parce qu'elle a tout perdu en fait. Donc il y a 300 000 € qu'ils ont donné à quelqu'un pour Ouais. la faire fructifier. Par virement bancaire, par tout. Tout carré. Et l'argent ne vient pas. Tout à fait. Mon ami place son argent, ça marche pendant 6 mois, donc il dit à sa femme, vas-y, je mets le tien aussi. Il met celui de sa femme, et il me fait venir 2-3 autres amis, c'est un système pyramidal, et quand il y a 5-6 clients, tout disparaît. Comment ils savent qu'ils vont pas Ben, récupérer? ils ont fait 2 procédures qui n'aboutissent à rien. Ils ont fait 2 procédures légales où la justice leur a fait prendre... Ils ont pris des avocats, des frais d'avocat. Il y avait 2 fois 140 000 €. 140 000 € par exemple lui, 140 000 € sa femme, plus d'autres victimes qu'on a connues. En tout, il y avait une enveloppe globale de 600 000 € à récupérer si on voulait récupérer tout le monde. Alain, c'est un mec super sympa, c'est le meilleur ami de mon ami. Et je le vois là et je dis, t'inquiète pas, je vais te régler le problème.
Mais j'ai qu'une parole. Ça part comme ça. Mais tu sais pas où se trouve ce banquier. Ah non, lui, il le cherche depuis 2 ans, il sait pas. Lui, Il y en a un, en revanche, que vous arrivez à localiser. Au Maroc. C'est un intermédiaire. Tout à fait. Il vit au À Maroc. Agadir. À Agadir, au Maroc. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Et ben Agadir, je dis Alain, prends 2 billets d'avion, on descend à Agadir. Je vais le lever à Agadir. On partait pour un week-end à Agadir tranquille. On va rencontrer des petites gonzesses sympas, on va se faire un week-end. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vais avoir une prise de main avec le gars. Je l'assois avec nous. Et je lui dis, voilà, le seul truc qui peut intéresser des escrocs, c'est continuer à escroquer et prendre de l'oseille. Ouais. Donc, autant me faire passer pour un client. Je lui dis, tu vas envoyer un mail, comme quoi tu viens de trouver des très bons pigeons, des Belges qui sont au Maroc, qui font des investissements. Donc il contacte la boîte mail du banquier pour la guichet. Tu lui dis j'ai combien à Bah, investir. déjà 150 000 au départ. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il répond? Il répond dans les 48 heures. J'organise un premier rendez-vous en Belgique. Il faut qu'il vienne jusqu'à chez moi. Donc dans un hôtel en Belgique, je prends la plus grande suite. Dans la suite d'hôtel, j'ai déjà des montres, bon là c'est une vraie, hein, mais j'ai des montres caméra que je mets sur moi. J'ai un micro-cravate. J'ai un radio-réveil qui prend l'angle, j'ai un radio-réveil qui prend l'autre angle. Pourquoi tu filmes tout? C'est une façon de leur faire du chantage. C'est vous payez ou... Voilà, ou, pour rembourser. Vous remboursez ce que vous devez. êtes cuit. Ou vous êtes cuit. Et donc le mec, il arrive. Vous allez bien? Vous êtes heureux? Oui, alors. Un pigeon, je m'en parle. Je vais le chercher à la réception quand il arrive. Je l'emmène dans la chambre. Venez avec moi, cher ami, machin. Je fais exprès de commander des cafés pour le mettre à l'aise. Vous voulez quoi, café, poisson? Juste expresso, hein, parce qu'ici en Belgique on a des noms. Il est pris en pleine gueule avec l'écran, hein, par les caméras. Il est en pleine gueule, il a son petit costard, il ressemble à rien, avec ses chaussures de merde, son machin. Il y a une grosse affaire là-bas, il y a un restaurant, je peux vous la Et lui, au fur et à mesure, je le fais décoller sur son siège. Concrètement, moi j'ai été au Maroc faire des investissements. J'ai rencontré un de vos collaborateurs, Dominique, voilà, qui était dans un restaurant, c'est sympa comme mec. J'ai beaucoup d'espèces à blanchir. T'as ce que tu veux finalement sur l'image, en Ouais. vidéo. T'as la preuve que ce qu'il te propose, c'est frauduleux. Ah oui, et j'ai tu vas tout. pouvoir le faire chanter, lui et son père, avec la vidéo. Ils sont sûrs qu'ils ont le bon pigeon. Il est en lévitation, mais moi je rigole, je dis, t'as l'évitation, on va voir ce que tu vas apprendre, voilà. J'ai la chance d'avoir une femme très riche, Saïd, qui est belge. Ça doit être la 12e ou 13e fortune de Liège et la 20e de Belgique. Donc très vite, on arrive à 600 000 de placement. Donc là, il décolle, il est en lévitation sur sa chaise, le mec. Donc tout s'enclenche. Ils veulent faire la transaction avant Noël. Qu'est-ce qui se passe après? Et ben, il se passe après que je continue mon travail, parce que je veux qu'il soit dans mes mains. Je veux qu'il vienne à moi. Je veux qu'il vienne à moi avec 4 chèques de 150 000 euros. Il doit 600 000. J'en donne un de 150 000 à Alain, un de 150 000 à sa femme, un à l'autre client, un à l'autre client. C'est ce que je veux. On a juste besoin d'un peu de garantie pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Quoi qu'il arrive, je le mets dans l'entonnoir. Bon, comme je vais faire le mec un petit peu difficile, ils sont sûrs de toucher 600 000, ils sont aux abois. Je dis, moi j'aimerais bien voir vos bureaux. Et là, il m'emmène dans un taudis, il y aura les images, dans un taudis dans le 60 chez un pauvre mec qui n'a rien à voir, à qui ils ont dû dire, un copain à lui, on a besoin de tes locaux, tout ça et tout. J'arrive avec la Maserati de bordel. Regardez-vous là. Je monte avec lui dans un bureau qui est en chantier, il n'y a rien. Pourquoi c'est pourri chez lui? Je comprends pas. Parce qu'il n'a rien, ils ont rien, c'est des clodos. C'est des escrocs. Bonjour. Il n'y a rien. Et le mec, il me parle de millions d'euros, il est assis sur une chaise en plastique pourri. Je le laisse parler, j'ai de l'image, tout ça et tout, pas de problème. Dans l'idée, j'attends 600 000. Je vais m'organiser pour le plus en espèces. Je voudrais 4 chèques de garantie de 150 000 par dossier. Pour moi, c'est pour vous. Au revoir, monsieur, bon courage. Tout ça, ça te coûte énormément d'argent. Enfin, tu vas à Agadir, tu dis tu te fais un week-end, ok, mais Ouais. bon, quand même, c'est des dépenses. Ouais. Ensuite, tu loues une suite Ouais. à Liège, Ouais. c'est des dépenses. La Maserati ensuite, etc., c'est des dépenses. Ouais. Donc, qui te donne cet argent-là? Alors, généralement, Combien? Généralement, sur une affaire de recouvrement, je prends 50%. D'accord. Ça veut dire, si on me dit tu vas chercher 5 millions d'euros, Ah il y a ouais. 2,5 millions pour moi. Ok. Il faut être honnête. Voilà. Donc là, ah oui, quand tu es en service, quand même, ça a Non, un là, prix. là c'est complètement différent. Là, Alain, il n'y a pas 50%. J'ai dit, Alain, tu prépares une enveloppe. Il m'a dit, j'ai pas d'oseille. Donc, j'ai dit, t'inquiète pas, je vais les trouver. On a quelqu'un de la bande
du groupe d'Alain qui a dit moi je finance, qui savait que j'allais réussir, ils savent comment je travaille les gens, donc voilà. Donc il a financé, mais là c'est 20 000 €. Tout, globalité, tout, et avec nos limites en open bar, c'est 20 000 €. Et même pour toi, vu les risques que tu prends... Non mais généralement il n'y a pas de risque, généralement le mec il doit payer. Et ensuite, Quelques jours après, rendez-vous à Paris. tu mets les moyens. Bah, je mets les grands moyens, je loue un Airbnb d'enfer, derrière le parc, porte d'Auteuil. Ce jour-là, il sait que tu as 600 000 € en petite coupure. Oui, ouais. Évidemment, c'est du cash. C'est dans des enveloppes comme ça. C'est dans des enveloppes. Quand je vais le T'as réceptionner, rien du tout ou t'as du quand même papier toilette, du PQ du PQ, je trouve ça original, ou du papier toilette dans les enveloppes. dans les enveloppes. Donc il m'appelle en me disant qu'il est arrivé, donc je lui dis ne bougez pas, je viens vous chercher, je vais le chercher. Je lui dis voilà, il y a vos 600 000 qui vous attendent sur la table, je lui montre une photo avec toutes les enveloppes de la banque. Ce que je veux dire, c'est des enveloppes de banque, hein, voilà. Je dis voilà, vos 600 000 vous attendent là, monsieur. J'espère que vous avez les chèques. Il me montre son chèque, il est dans là, il me montre tout ça. Je dis, allez, viens 8 000. On monte à l'étage dans l'ascenseur. Il avait mis un parfum qui puait la chèvre, un parfum à 10 balles, tellement c'est un clodo, tu vois. Il m'a donné une migraine déjà rien quand je suis monté avec lui dans l'ascenseur avec son parfum qui puait. Et donc là, mais je savais que dès que j'allais ouvrir la porte et lui dire après vous, dès qu'il allait faire le premier et le deuxième pas, là il y avait un de mes lieutenants dans la cuisine, un autre dans le dressing, et il partait. Je savais qu'il allait. Moi je crie police, machin, pour détendre un peu l'atmosphère et qu'il pense pas que c'est quand même des voyous. Il a pris un petit coup de crosse sur la tronche quand même, par principe pour lui faire un peu peur. Là je prends le scotch, on me voit bien, je le scotch. Il est dans quel état? Un mec qui vient de se faire baluchonner comme ça, qui vient de penser qu'il allait repartir avec 600 000 et qu'il est scotché, il dit allô papa, ça se passe mal. Ça se passe très mal. Le monsieur, il a pas l'air d'accord, voilà. Et puis bon, moi, comme je suis réputé pour le coup du sécateur, si tu veux, j'ai quand même emmené un sécateur à Rosier pour lui faire croire qu'on va lui faire les doigts un par un si ça se passe mal. Ok, donc il est... Tétanisé, mais il faut qu'il soit tétanisé. Il va appeler son père, donc il faut qu'on va appeler le père au téléphone, il faut qu'il comprenne. Il fait ce que je lui dis, c'est moi qui commande. Tu lui dis quoi? Je lui dis, écoute, voilà, je t'explique pourquoi t'es là. Toi et ton père, vous êtes des escrocs. T'étais en train de m'expliquer ça à Liège, t'étais en train de m'expliquer ça dans ton bureau, et t'allais venir me mettre une banane de 600 000 €. Donc maintenant, on va appeler ton père. J'ai perdu encore. Ça se passe mal, mon père. Ça se passe très mal. Ça fait 2 ans que je cours après. Ça fait un moment que je cours après, mon père. Ça fait un moment que je cours après. Ah, t'es chu, moi. Tu vas savoir, t'es chu. Je savais qu'il avait des filles, des jumelles, mais lui, il savait pas. Donc je lui dis, ta paire de jumelles, je vais te la casser en deux. Je lui dis, je vais te prendre une jumelle sur les deux, je lui dis. Je dis, comme ça, tu auras le souvenir de l'une, voilà. Mais l'autre, je vais te la prendre si tu payes pas. Donc c'est des phrases clés qui sont restées dans le truc. Mais ça, c'est du haut de gamme, mais ça sort tout seul. Sur le moment de la colère, t'as vu ce que je veux dire? Sur le moment de la colère, ça sort tout seul. Tu vas savoir comment je m'appelle. Alors, je vais t'approcher à la mémoire, je t'explique. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Calme-toi. En France, la mère, on a une solution, je sais pas ça. T'as pas de peine pour lui, là, à ce moment-là? Ah, aucune peine. Quand on voit les images, c'est un gamin, quoi. Non, non, mais attention, moi, à son âge, j'attaquais les banques, j'étais dangereux. Je veux dire, voilà. Déjà, il a une tête de gamin, mais il a presque 30 piges, d'accord, hein, il a 30 piges, il a escroqué beaucoup de monde. Mais toi, n'importe où t'es dans le monde, pareil, je vais te retrouver. Tu vois, la preuve, t'es venu jusqu'à moi. T'es venu jusqu'à moi aujourd'hui. Je t'ai fait venir en Belgique, je suis à Paris, moi. Je t'ai fait faire la tour de magie avec la Maserati devant ton bordel, là, j'ai écouté tes conneries. Tu m'as fatigué, j'aurais même te prendre 150 000 en plus pour les conneries que tu m'as racontées. Aujourd'hui, tu es là pour payer tel dossier, je vais montrer, tel dossier et tel dossier. Mais quoi qu'il arrive, vous nous devez 600 000 € pour tel dossier. Tu as oublié de payer des gens, alors je vais te donner les noms. Il y a 5 clients que tu as oublié de payer. Tu missionnais pour ça. Mon métier, c'est ça.
À monsieur Amial, tu dois 40 000 euros. Et à monsieur Alain Magnon, tu dois 35 000 euros. Et à monsieur Serre, tu dois 49 000 euros. Et après, tu vas me payer en plus. Parce que ça fait un travail sur ta gueule. Soit il nous fait des virements instantanés, il nous fait des virements, il nous donne des garanties. Le père va commencer à négocier avec moi au téléphone au bout d'un moment, en disant mais j'ai pas d'argent, mais si vous me prêtez de l'argent à placer, je pourrais le fructifier. Je dis non mais tu me prends pas. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu veux vraiment qu'on se fâche? J'ai pas de pitié. On se met d'accord avec le père au téléphone. Il me fait des chèques, il s'engage à payer. Voilà, il a dit maintenant c'est bon, on a compris, on va trouver des solutions. Déjà vous pouvez mettre 50 000 là, vous pouvez mettre 50 000 là, il donne des chèques, etc. Voilà. Donc à ce moment-là, tu as les chèques. Ah oui, j'ai les chèques, j'ai File des chèques pour à hauteur de 600 000 euros. 4 chèques de 150 000 euros et 2 de 50 000 euros. Ah d'accord. J'ai 700 000 euros de chèques. Ceux qui sont dans le livre. Qui te donnent plus que ce qu'ils ont pris. Oui, pour le moment, voilà, j'ai dit on verra pas, on fera les comptes après de toute façon, voilà. D'accord. Bon, enfin, moi je suis pas dans ton milieu du tout, mais c'est pas complètement risqué d'accepter des chèques plutôt que du cash dans ce genre de transaction? Non mais déjà, aujourd'hui on prend ce qu'il y a à prendre. Que ça soit un virement, un chèque ou du cash, c'est pareil. C'est pareil. Pareil. Voilà, après la séquestration, je le déscotche. Et c'est avec moi qui descend l'ascenseur. Quand on arrive en bas de l'immeuble, reste dans l'ascenseur, là, avec ton afterchef qui pue, là. Et je l'ai renvoyé au 9e étage de l'immeuble, il est remonté. Ce que je veux dire, voilà. Et moi, je suis sorti, tac, j'ai disparu dans la nature. Voilà. Donc tu as les chèques, tu les mets à la banque. On n'a même pas le temps de les mettre, on attend. Sauf que le fils, là, qui est direct. séquestré, Ouais. il porte plainte. Et le père aussi, le fils, ouais, tout le monde, ouais. Immédiatement. Immédiatement. Alain va se faire arrêter 3 jours après, Alain étant passé pour le commanditaire de ce fameux kidnapping. Alain est embarqué par une brigade de police très sympa d'ailleurs. Et j'avais donné la clé USB avec toutes les vidéos là. Et je lui dis, c'est Manu le Gitan qui a monté l'opération, voilà la clé USB. Très rapidement, je détache un avocat pour Alain. Ce qui va me permettre de savoir ce qui se passe là-bas. Et c'est le but du jeu. Voilà, les avocats, ceux qui ont les informations. Et qui soient assistés pour sa garde à vue, pour tous ces trucs, etc. Voilà. Et surtout pour que l'avocat lui dise, Manu, fais ce que Manu t'a dit. Parce que je me suis dit, peut-être que le mec, il va avoir peur, il va pas vouloir me balancer. Je lui dis, tu me balances et tu donnes la clé USB. Voilà. Et donc à un moment, moi, je rentre en contact avec la police. C'était une femme extraordinaire, hein, commandant de police. Et je lui dis, c'est Manu Gitan. Elle me dit, écoute, j'ai du mal à te croire, mais je connais ta voix. Je suis en train de regarder les vidéos, on est sur une autre planète. Je dis non, t'as tout le dossier. Elle me dit ouais, c'est un truc de ouf. Elle me dit là ton copain, je dis non mais je dis t'inquiète pas, j'arrive. Je dis voilà, tu me donnes rendez-vous, je viens. J'ai fait ça après la 36e heure de garde à vue. J'arrive au commissariat, je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec le commandant de police Saint-Tel, machin, il me faut attendre. Je dis écoutez les gars, au bout d'un moment je leur dis elle va attendre, on a un problème parce qu'on a quelqu'un qui est en garde à vue, voilà. C'est parce que j'ai kidnappé un mec il y a 2 jours. Ou 3 jours, ils ont déjà arrêté mon associé. Alors là, ils ont fait un bond en arrière, les mecs, ils ont fait un bond en arrière. Posez votre sac, j'ai un genre de sac kaki militaire un peu comme ça, là. Voilà, là, ils ont commencé à tous trembler, mettez-vous contre le truc et tout. Là, ils m'ont dit, Manu, on est obligé de te fouiller. Je dis, faites votre boulot, il n'y a pas de souci, tranquille. Hop, t'as rien sur toi, j'ai rien, non, il n'y a pas de problème. Après, quand je vais rentrer dans le bureau de la juge directement, elle va prendre position. On ne fait pas justice soi-même. Même que c'est des escrocs, même qu'ils n'ont pas payé leurs impôts, même que ceci, même que cela, voilà. Mais ça, tu t'en doutes bien, qu'on ne fait pas justice soi-même. Tu as quand même commis plus qu'un délit, c'est-à-dire que le kidnapping, c'est quand même un truc grave. Oui, ouais. J'ai pris 5 ans ferme. C'est très très dur la prison, et c'est dur pour les gens qui nous aiment. C'est dur pour les gens qui nous aiment, pour la sœur qui vient au parloir, la mère qui vient au parloir. Voilà, la prison, c'est très compliqué. Et une fois qu'on est marqué avec ce label t'as été en prison, tu peux faire le cake comme ça, mais tu vas le payer très cher. Et le passé, il te rattrape tout le temps. Est-ce que tu regrettes quelque chose dans cette affaire? Je regrette l'éducation de mes enfants. Voilà. C'est-à-dire tu les as pas assez vus? Je les ai pas assez vus, j'ai eu des enfants avec plusieurs femmes différentes, etc. Les mères, les enfants, c'est un peu compliqué. J'ai pas eu forcément de vie familiale. Voilà. Après, depuis 10 ans, j'ai une petite fille
C'est pour ça aussi que j'ai raccroché les gants. Et même en 2017, quand je monte pour Alain sur cette affaire-là, je pense à ma petite, mais je suis tellement sûr qu'il ne va pas aller porter plainte. Voilà. Bon, donc maintenant, je rattrape tout le temps perdu que j'ai pas eu avec mes autres enfants qui maintenant sont grands, ont fait leur vie, etc. J'ai 57 piges. Voilà. J'ai une petite qui a 10 ans, c'est une merveille. Et aujourd'hui, si je dois te dire quelque chose, ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir assez souvent parler aux gens. Toi, j'aimerais faire des conférences avec 2000 personnes, avec le père, la mère, le petit, tu vois, et lui dire, écoute, gars, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois sur le truc, c'est des conneries qu'on te raconte. La prison, c'est dur. Qu'est-ce que tu dis à des jeunes qui, en ce moment, sont en train de se dire « la vie, c'est la galère, j'ai pas de boulot, ou alors j'ai vraiment un boulot pas terrible, je suis tenté d'aller kidnapper des gens, d'aller essayer de racketter, etc. » Qu'est-ce que tu leur dis? Surtout pas, surtout pas. Moi aujourd'hui, voilà, Emmanuel Caldier, Manu Gitan, aujourd'hui, il a eu la chance qu'un chef d'entreprise m'a donné ma chance, d'accord? Voilà, depuis 5 ans, je suis salarié, je gagne 1800 € par mois. Et donc? Eh ben, il vaut mieux que le mec aujourd'hui qui a 20 ans, il prenne ses petits 1600, 1800 € par mois et qu'il ne vive pas une vie, parce que de monter comme ça, de faire le mot, tout ça c'est de la flambe. Quand on est au placard, les mecs ils te racontent que leur sœur habille en Porsche, il n'y a pas de Porsche, c'est le bus qui arrive. En ce moment, il y a une augmentation des kidnappings hyper spectaculaires, dont certains sont filmés là, en plein Paris. Comment t'expliques qu'il y ait dans si peu de temps, autant de tentatives de kidnapping mais pourquoi ce mode opératoire? Alors, ce mode opératoire, je vais dire, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens ont un petit peu perdu pied, si tu veux, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, faire une banque, tout le monde dit qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Et les mecs se font des films. Les mecs se font des films. Ça veut dire qu'ils pensent qu'un mec de crypto-monnaie, il va faire un clic sur un ordinateur, le type il va appuyer sur un bouton, il va t'envoyer de la crypto-monnaie, c'est pas tracé, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais on vit dans un monde, là on commence à vivre dans un monde de sauvages, parce que demain, on va savoir aussi que tu as une entreprise ou n'importe quoi, on va kidnapper tes gosses à la sortie de l'école. Je veux dire, ça devient très très compliqué. Très compliqué. Quand tu vois là par exemple cette tentative de kidnapping en plein Paris, avec le mari qui est tabassé, la femme qui hurle, ils sont cagoulés en plein Paris, en plein après-midi. Est-ce que déjà dès le début c'est pas foiré leur truc? C'est foiré, c'est pied nickelé. Le 17. Le 17, oui. Quoi qu'il arrive, ils vont être remontés. Le camion, il a abandonné à côté. On voit un gars qui a courageux, le petit qui a le marchand de vélo, courageux avec son extincteur, bon, qui court après, etc. et tout. Moi, tu me cours dessus avec un extincteur, je te mets une balle dans la jambe. On voit bien qu'ils ont affaire à des pieds nickelés. Mais c'est dangereux. C'est là où c'est des plus dangereux. Ça veut dire que demain, quelqu'un va dire que tu as gagné au loto, on va venir sonner tes mots même que tu n'as pas gagné au loto. Les gars, moi, déjà faites rien, mais si vous faites quelque chose, préparez. Enfin, je veux dire, il faut préparer, mais faites rien, surtout par pitié, parce que ils ont tous la gâchette facile. Et là, on est parti dans un monde qui est très très bizarre. On a beaucoup parlé de Hamra, son évasion au péage. C'est pas une évasion, c'est une boucherie. Et ce qui a été fait, pour moi, ça se fait pas. Voilà, si on parle cash, qu'est-ce qui se fait pas? C'est interdit de tuer quelqu'un pour donner la liberté à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est interdit de tirer, même sur un refus d'obtempérer. Voilà, la police, elle fait son travail. Moi, je veux dire, même si je sais que je vais partir pour 20 ans, je m'arrête, je tire pas. Voilà. Les seules fois où on a le droit de tirer, c'est si on est en temps de guerre, si on est militaire, on est en légitime défense, etc. Voilà. Bon, là, c'est une boucherie. Antonio Ferrara, il s'est évadé, il y a eu des coups de feu, il n'y a pas eu un seul blessé. Avec l'hélico, là, il n'y a pas eu... de... Au coup de lance-roquette, il est sorti du mitard, il n'y a pas eu un seul blessé. Mais est-ce que entre Hamra et ta génération, il y a quand même un monde, quoi? C'est de la vieille école, non? Il y a un monde, c'est un code d'honneur. Est-ce que tu parles de code d'honneur, toi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, entre cousins, entre cités, ils se tirent dessus, ils se kidnappent, ils s'étranglent, mais ils ne se rendent pas compte. Ça veut dire que ça fait une famille où il va y avoir un orphelin et une autre famille où il va y avoir un mec qui va aller 20 ans ou 30 ans en prison. Pour rien, bien souvent. Pour rien. Pour rien du tout.
Dire la prison, c'est le Club Med. Non, 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 la prison, c'est pas le Club Med. Les mecs, ils ramassent les mégots par terre, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas de morceaux de shit, il y a des bagarres tous les jours. C'est pas le Club Med. Il pourrit la vie à sa famille, celui qui va en prison. Il pourrit la vie à sa famille parce que c'est sa sœur qui vient, sa mère, sa grand-mère, tout son truc et tout. C'est des conneries qu'on te raconte. La prison, c'est dur. Tu vas pleurer ta mère le soir. Ils vont te défoncer, ils vont te raqueter ton CD, ton machin, ton truc et tout. Il faut pas croire ce qu'on te dit. Tu as vécu dans des conditions difficiles en prison. Ouais. Tu as parlé de 10 ans de prison quand même. Ouais, en plusieurs fois, ouais. Tu as vécu des situations très compliquées à Fleury ou à Fresnes. Ouais, puis quand ça allait pas, je m'évadais. Quand je me suis évadé de Fresnes, je me suis évadé proprement, sans bruit de prison, sans violence, sans corruption reconnue. Parce que je balance jamais personne. Comment t'as fait ça? Je suis parti avec le camion de la boulangerie. Ça veut dire qu'on a un atelier de boulangerie à Fresnes qui fabrique le pain pour Villepinte et pour la santé. Donc je me suis organisé à atteindre la boulangerie le matin. J'ai laissé mon uniforme de boulanger, la douche bloquée quand ils ont compté tout ça. J'avais fait raccourcir une panière de pain qui était dans le camion pour me planquer derrière. J'avais fait rentrer Tokiwoki, l'armement, tout ce que j'avais besoin par les moulins de farine de Corbeil qui livraient la farine. J'avais un mec qui avait réceptionné, mais voilà, on avait organisé tout propre. Bon, par contre, j'avais 10 minutes pour sauter du camion, parce que sinon, je rentrais à la santé avec le pain, tu vois. Je quittais Fresnes, je m'évadais de Fresnes pour me rendre tout seul à la santé. Ils auraient rigolé, les mecs. Donc voilà, j'avais des motos qui suivaient le camion, tac, tac. Donc voilà. Donc t'as réussi? Ah oui, j'ai réussi, ouais. À un moment, j'étais un peu blacklisté sur certaines listes de personnes et de police, donc j'ai organisé mon arrestation. Ça veut dire que j'ai appelé un commandant de police que je connais très très bien, qui est aujourd'hui à la retraite. Je pense souvent à lui. Voilà, je lui ai dit, écoute, c'est Manu, je suis dans la merde. Il me dit, ouais, je sais que t'es dans la merde. Parce qu'en fait, je crois qu'ils veulent pas t'arrêter vivant. Je dis, ouais, mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que je veux que ça soit toi qui m'arrête. Et je sais qu'avec toi, il n'y aura pas de problème et que tu vas m'emmener jusqu'à dans le bureau du juge sans problème. Et c'est comme ça que, au mois de septembre, j'organise ma propre arrestation. Aujourd'hui, je dis, voilà, stop à la violence. Voilà, stop à la violence gratuite en plus. Vraiment stop à la violence gratuite. Aujourd'hui, la police est très très forte, équipée, organisée. Donc aujourd'hui, lever le pied, essayer de travailler, essayer d'être auto-entrepreneur, essayer de créer quelque chose. Moi, c'est le conseil que je peux donner. C'est le conseil que je vais donner à tout le monde. Mais toi, justement, t'es parti tôt de chez tes parents. T'avais 8 ans, c'est ça? Ouais. T'es devenu gitan alors que ton père était banquier. Ouais. T'as été attiré depuis l'enfance par une espèce de vie Marginale. Marginale. Mais j'ai été accueilli par l'armée qui m'a accueilli. J'étais accueilli par le gang, le clan, on va dire. Le clan Pasqua. Tu voulais pas une vie comme une vie à 1600 balles, une vie ordinaire. Alors, je sais même pas si c'était une histoire de salaire à l'époque. Non, mais tu voulais pas une vie ordinaire. Non, ouais. Depuis tout jeune. Enfin, je sais pas, Ouais, je parle à ta place. non, mais t'as raison, non. J'étais dans un optique, j'étais pas dans mon monde. À 8 ans, j'avais compris que j'étais pas dans mon monde. J'ai pas eu de jeunesse, je suis tout de suite passé à l'action sur les trucs. Voilà, mais aujourd'hui... si quelqu'un t'avait arrêté comme ça en disant non, mais fais pas ça, n'y va pas, le tir, les banques, etc., ça rime à rien, personne n'a réussi. Ton père, tu me dis que... Non, mais il a même pas cherché, il a même pas cherché, mon père. Mon père, en fait, c'était un type très intelligent. Il paie à son âme, il est décédé récemment et je me suis occupé de tout, je veux dire, voilà. Mais mon père, il avait compris. Le gars qui est né dans une cité, voilà, lui, il a plus d'excuses que moi. Moi, j'ai aucune excuse. Il y a beaucoup de gens qui sont nés dans les cités, ils sont entrepreneurs, ils sont ceci, ils ont un poste, ils travaillent, ils ont fait leurs études. T'as des gens qui sont arrivés en France il y a 20 ans, ils parlaient pas un mot de français, ils sont chefs d'entreprise. Donc, je veux dire, voilà, ils sont partis de rien. Donc, voilà, donc aujourd'hui, il y a des choses à faire. Il y a des gens sur lesquels on sait qu'ils peuvent prendre une bonne direction, il n'y a pas de problème, etc. Voilà. Et il y en a d'autres, non. Et toi, est-ce que tu te considères encore aujourd'hui comme un voyou? C'est pour la vie, ça ou... Non, je pense que pour la vie, j'aurais pas forcément une morale, j'aurais une éthique. Voilà. Une morale, j'essaie de l'avoir. Aujourd'hui, tu as encore des raisons de faire de la prison? Je veux dire, t'es hors la loi aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, je suis dans une grande société, je travaille. Donc c'est le comble, avoir fait le voyou toute sa vie pour arriver à 50 piges et chercher à avoir un peu de cotisation et avoir la sécurité sociale et être stabilisé. Donc... T'es rangé? Ah oui, je suis rangé. Je suis rangé. Et jusqu'en 2017, j'étais déjà rangé. En 2017, il y a eu cette affaire
où mon ami se fait prendre 600 000 €, sa femme, etc. Voilà, ça va pas du tout. Je vais à la chasse aux escrocs, c'est un ami. Bon, voilà. Donc ça te titille quand même. Ben, n'importe Là, qui. si je te proposais une affaire à plusieurs millions d'euros... Ça dépend. Je vais te dire non tout de suite. Mais si je suis quelqu'un qui suis sanguin, on a quand même des vieux démons. Je veux dire, si par exemple, tu me dis, ma femme, on lui a pris ça, ceci, cela, c'est tout l'héritage. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Tout dépend de l'ampleur du truc. Mais oui, je suis rangé. Merci Manu. Merci beaucoup à toi, surtout, voilà.